Un moteur pas à pas, c'est un peu comme l'apprentissage de l'électronique, un pas à la fois. Sauf qu'avec le moteur, c'est souhaitable de reculer. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Jusqu'à maintenant, je n'ai pas beaucoup touché aux composants électromécaniques dans mes vidéos. Il faut donc que je couvre un des éléments les plus populaires dans la communauté de bidouilleurs, soit le moteur pas à pas. En anglais, on dit « stepper motor ». Contrairement aux moteurs en courant continu, les petits moteurs classiques universels, qu'il suffit d'alimenter pour qu'ils tournent, le moteur pas à pas requiert des impulsions électriques pour générer une rotation. Ce type de moteur est très courant dans tous les dispositifs où on souhaite faire du contrôle de vitesse ou de position en boucle ouverte. Je reviens là-dessus sur la boucle ouverte. Des applications typiques sont des imprimantes classiques et des imprimantes 3D, les scanners de documents et les photocopieurs, la robotique, l'instrumentation médicale, les machines industrielles et les machines-outils, et il y en a une foule d'autres applications. Les moteurs pas à pas, il y en a des très petits et il y en a des gros. Et vous devinez que leur puissance sera généralement en fonction de leur grosseur. Regardons tout de suite le fonctionnement interne d'un moteur pas à pas typique. Ça va nous permettre de comprendre par la suite les avantages et les inconvénients. Et je vous dis tout de suite que j'ai appris beaucoup moi-même en documentant cette vidéo. On peut facilement s'y perdre dans les moteurs pas à pas, mais je vais résumer, sinon on va s'égarer. Alors allons-y. Alors je vous montre une animation que j'ai trouvée sur Wikipédia et qui permet de mieux comprendre comment fonctionne un moteur pas à pas. On nous montre ici un moteur pas à pas bipolaire avec 4 phases et bien, on voit ici les 4 phases, l'une à la suite de l'autre, en répétition bien sûr. Et si vous notez, prenez comme position une dent et suivez son déplacement et vous allez voir que cette dent-là se déplacera de l'équivalent d'une position lors de 4 pas. Okay? Alors, là, ce que ça nous montre, c'est que ça prendra 100 pas pour faire tourner l'engrenage, donc le rotor central, puisqu'il y a 25 dents sur le rotor et que ça prend 4 pas pour faire l'avancement d'une dent. D'accord? Donc ça, c'est une animation qui est intéressante et on voit de façon dynamique là, le mouvement nécessaire. Mais il y a un autre dessin qui devrait être montré, et c'est celui-ci qui est peut-être un peu plus représentatif de la construction interne, où là vraiment on a un aimant permanent et on alimente des cadres comme ça en C pour faire tourner le rotor qui est ici au centre. Okay? Alors c'est peut-être une représentation qui est plus typique. On verra plus tard que souvent il y aura 2 bobinages, ou en tout cas un bobinage avec une attache centrale, plutôt qu'un seul bobinage. Dans ce cas-ci, ce sera un moteur bipolaire. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais ça, c'est peut-être plus représentatif. Donc, dépendamment de la polarité de l'alimentation qu'on va mettre sur l'enroulement, bien, on va faire tourner dans des positions particulières le rotor. Okay? Alors ça, c'est peut-être plus représentatif de la construction interne. Il y a 2 classes de moteurs pas à pas, soit à réluctance variable et à aimant permanent. Le type à réluctance variable ne contient pas d'aimant permanent, ce qui rend l'axe libre de tourner sans aucune résistance particulière là, une fois que l'alimentation est retirée. Le deuxième type, à aimant permanent, conserve la position de l'axe du fait que le moteur contient des aimants permanents. Il y a en fait une troisième classe, un troisième type, c'est le type hybride, qui est une combinaison des 2 types de construction. Il y a 2 types de moteurs pas à pas, on peut dire ça comme ça, ou 2 classes si vous voulez. La première classe est la classe bipolaire. Et la polarité là, va se définir par le type d'enroulement qu'on aura. Dans ce cas-ci, on a 2 enroulements séparés. Et pour pouvoir faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre, bien, il faudra inverser la polarité des alimentations sur les enroulements, d'où le mot bipolaire.
Et la façon d'alimenter cela, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un pont en H, où on voit bien ici ce que c'est. Chaque bobine a un pont fait de 4 transistors, et dépendamment d'où on va attaquer, quel transistor qu'on va attaquer, ben, on appliquera une tension positive de ce côté-ci de la bobine A, et on appliquera une tension négative, ou la plus basse si vous voulez, de l'autre côté de la bobine A. Et si on fait l'inverse, si on attaque ce transistor-ci, bien on appliquera une tension basse côté-ci. Si on attaque ce transistor-ci, bien on appliquera une tension élevée ici, et en travaillant avec les deux bobines A et B, bien, on pourra faire nos rotations complètes. Et donc, on aura le loisir de faire tourner dans les deux sens de la façon qu'on le veut. C'est ce qu'on appelle utiliser des ponts en H sur un moteur bipolaire. Il existe des puces pour ça, on va voir ça tantôt. Pas besoin de construire ce circuit, c'est tout fait déjà dans des puces d'électronique. L'autre configuration, c'est ce qu'on appellera la configuration unipolaire, où on n'inversera pas la tension sur les bobines. On va simplement appliquer une tension positive sur différentes positions des enroulements. Ça, on voit ça rarement, mais ça existe. C'est des moteurs à 8 fils. Et ceux-là, bien, on pourra les attaquer de la façon qu'on veut, en unipolaire, en bipolaire. Aucun problème, on a le loisir de faire ce qu'on veut avec ce genre de moteur. Mais c'est plus rare. Ce qu'on voit plus souvent, c'est des configurations à 6 fils, comme ceci, où il y aura 3 fils pour chaque enroulement, et aussi 5 fils qu'on voit, où le point, où la tâche centrale des deux enroulements est mise en commun. Donc, on aura au total 5 fils. Alors, comment est-ce qu'on va alimenter ces moteurs-là? Avec un circuit plus simple, tout simplement des transistors qui feront la conduction électrique, donc qui feront passer le courant en séquence dans chacun des enroulements. Et c'est beaucoup plus simple à faire. Et là aussi, on verra qu'il existe une puce pour ça, des puces qui existent déjà, qui vont nous simplifier, qui contiennent plusieurs transistors. Okay? Alors ça, ce sont des dessins du schéma. Ça ne représente pas nécessairement la construction interne, il faut se rappeler de ça. Okay? Mais c'est comme ça qu'on va les voir souvent dans les schémas électriques. Et ça explique quand même d'une façon électrique comment le circuit fonctionne. Maintenant, on va regarder comment on applique les impulsions électriques sur les enroulements. Bien, ça se fait en séquence. Pour qu'on puisse faire avancer ou reculer le moteur, bien, on doit appliquer des impulsions électriques, donc du courant, sur les enroulements. Dans ce cas-ci, on aura 4 enroulements qui sont montrés, et donc 4 phases. Et donc, on va y aller avec une impulsion sur le premier enroulement, une impulsion qui est terminée. Ensuite, au même moment, on peut appliquer une impulsion sur le deuxième, on la termine, et ainsi de suite pour les 4 enroulements. C'est ce qu'on appellera une séquence simple à plein pas. Okay? Ce sera des sauts réguliers. Et c'est une façon, c'est la façon la plus simple, si vous voulez. On pourrait faire ça avec des portes logiques même, d'attaquer un moteur pas à pas. Et si on veut inverser la rotation, bien, on fera la séquence inverse, c'est-à-dire DCBA, okay, dans l'ordre. Si on veut obtenir un peu plus de couple, donc aller chercher le couple maximum que le moteur peut produire, il faudra que 2 enroulements soient attaqués, donc soient alimentés en même temps. On alimentera le premier enroulement et à mi-chemin, on attaquera le deuxième, d'accord? On fera disparaître le premier, mais déjà à mi-chemin, on attaquera le troisième, et ainsi de suite. Ce qui fera qu'on aura toujours 2 enroulements qui sont alimentés en tout temps. Si vous regardez la séquence, vous verrez qu'on aura 2 enroulements alimentés, ce qui donnera donc un couple maximum sur ce moteur. Okay? C'est ce qu'on appellera le plein pas, encore une fois, mais à couple maximal. Maintenant, il y a moyen de faire des demi-pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'aura pas toujours 2 enroulements d'alimenter en tout temps. On fera des demi-pas en alimentant un enroulement suivi d'un deuxième enroulement en simultané. Et ensuite, on aura un seul enroulement suivi d'un deuxième enroulement
et ainsi de suite. Donc, il y aura une période où un seul enroulement sera alimenté et il y aura une période où 2 enroulements seront alimentés, ce qui positionnera l'axe à mi-chemin entre 2 pôles, 2 phases, si vous voulez. Alors, c'est ce qu'on appellera le demi-pas. Okay? C'est ce qu'on voit souvent aussi. Ça augmente la résolution, ça double en fait la résolution du moteur. Il est possible de se procurer des moteurs pas à pas qui contiennent un engrenage de réduction de l'axe. L'avantage est bien sûr que l'engrenage diminue le pas, donc la résolution, et augmente le couple de la même façon. Dans plusieurs applications, ça peut être un avantage d'avoir une résolution d'angle beaucoup plus petite ou un couple plus fort. Mais il y a un prix à payer, il n'y a rien de gratuit. L'engrenage réduit la vitesse maximale d'autant. Si vous fouillez le moindrement, vous allez voir qu'il y a une classe de moteurs qu'on appelle les moteurs pas à pas NEMA, avec un chiffre. Bon, alors ça, c'est une norme d'interface physique, mais ça ne spécifie pas du tout la puissance du moteur et ainsi de suite, ces caractéristiques-là de couple et ainsi de suite. Ce n'est que une norme de dimension physique. Donc, ne vous faites pas avoir. Tous les moteurs NEMA, mettons 17, ne sont pas faits pareil. Le chiffre augmente, il y en a NEMA 23, et ainsi de suite, 34, je crois, et jusqu'à 57 et peut-être même plus gros. Alors, vous allez voir ça beaucoup. De plus en plus, ce genre de moteur-là, on voit ça sur les imprimantes 3D, entre autres. Là. Alors, c'est très commun. Maintenant, je vais vous parler des puces qui servent d'interface pour alimenter les moteurs directement à partir d'un circuit logique. Alors, pour les moteurs bipolaires, il y a beaucoup de puces qui sont disponibles pour alimenter les moteurs directement à partir de simples signaux logiques. Et deux bons exemples, c'est le L293 jusqu'à 1 ampère de courant sur les enroulements et le L298 qui va lui jusqu'à 4 ampères sur les enroulements. Donc, dépendamment de la grosseur du moteur, vous pourriez devoir choisir l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, ce sont des ponts en H, tout simplement, qui sont branchés sur les enroulements. Et puis, par de simples signaux logiques, on contrôle la séquence des enroulements. Alors, ces puces-là, c'en est 2 exemples, il existe une plaquette toute faite pour ça. Du côté des moteurs unipolaires, le classique, la puce classique, c'est vraiment le ULN 2003. Et cette puce-là, ce qu'elle a, c'est un agencement de transistors Darlington. Donc, il y en a 7, c'est une banque de 7 transistors. Et on peut donc tirer vers la masse des différents points d'enroulement dans notre moteur avec des signaux logiques. Alors, si on a 4 phases, on aura 4 signaux venant du microcontrôleur, par exemple, qui iront vers les 4 enroulements du moteur. Et c'est comme ça qu'on va faire le contrôle de moteurs qui sont unipolaires. Cette puce-là, on la trouve aussi sur les petites plaquettes. C'est simplement une puce DIP en passant. Et l'agencement interne, c'est bien évidemment des transistors qui vont pouvoir prendre tout le courant de la bobine avec un petit signal logique. Alors, il existe aussi, en plus de ces puces typiques, il existe des plaquettes, il y en a même qui fonctionnent à découpage pour les moteurs plus gros, des plaquettes toutes faites, même avec microcontrôleur intégré pour contrôler les moteurs directement. Alors, c'est votre choix. Je n'irai pas jusque-là parce que ça sort de l'introduction, on n'en finirait plus. Il y a une grosse offre de ce genre de plaquettes. Mais pour débuter, je vous conseille de prendre des mini plaquettes avec juste un ULN 2003 dessus, ou un L293 ou un L298, là, ou des puces similaires. C'est peut-être la meilleure façon de commencer avec un petit microcontrôleur pour contrôler les enroulements du moteur. Le plus gros avantage du moteur pas à pas est que son angle de rotation est prévisible. On peut le faire tourner dans les deux sens et par des pas d'angle connus d'avance et qui sont fonction bien sûr de la construction interne du moteur. Si on connaît l'angle initial de l'axe, on envoie un nombre défini d'impulsions et on déduit sa position finale. Si on veut le faire tourner de façon libre
et en continu, il faudra simplement envoyer la séquence d'impulsions sans arrêt. Et en contrôlant le rythme des impulsions, on a le contrôle complet de la vitesse de rotation. Précédemment, je vous ai mentionné que le contrôle du moteur pas à pas se faisait en boucle ouverte. Ça veut dire qu'on assume l'angle présent et final de l'axe car il n'y a habituellement pas de rétroaction, donc d'informations reçues sur la position de l'axe. On compte les impulsions envoyées et on calcule l'angle final en conséquence. On présume évidemment que le moteur est correctement dimensionné pour la tâche et qu'il ne glisse pas. Ce fonctionnement-là contraste avec le servomoteur ou le moteur servo qui est composé d'un simple moteur CC mais qui confirme sa position à l'aide d'un potentiomètre, d'où la boucle de rétroaction fermée dans ce cas-là. Un autre avantage du moteur pas à pas est qu'il produit un couple de puissance connu et spécifié et ce couple sera généralement plus grand qu'un moteur CC de grosseur équivalente. Je vous vante les mérites du moteur pas à pas depuis le début, mais il y a aussi des inconvénients. La vitesse maximale de rotation de moteur pas à pas sera plus basse que tout autre type de moteur. Et c'est le prix à payer. Aussi, son efficacité est basse, c'est-à-dire que la puissance mécanique produite par le moteur par rapport à la puissance fournie électrique, le ratio est bas. Et il n'y a pas de rétroaction, donc on doit présumer de la vitesse et de la position. Alors, regardons ensemble quelques moteurs pas à pas que j'ai récupérés avec les années. J'en ai plusieurs autres, mais disons que ceux-ci sont représentatifs de ce qu'on peut voir là, sur le marché. Alors, je vais commencer par le plus simple que j'ai acheté. Celui-ci, je ne l'ai pas récupéré. Ça se trouve sur n'importe quel site de vente chinois en ligne là, pour environ 1 $. Et bien, si on regarde, celui-ci a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a un engrenage de réduction. Et on le voit parce qu'il faut tourner très fort pour réussir à faire tourner le moteur. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a 5 fils. OK, 5 fils, c'est donc un moteur qu'on dira unipolaire avec la fameuse attache centrale qui est commune aux deux enroulements. Là, okay? Alors ça, typique. On en trouve beaucoup et pour s'amuser, c'est merveilleux, ça ne coûte presque rien. J'ai un autre ici, un autre moteur qui est un petit peu plus gros. On a de l'information sur la fiche technique. Ça nous dit ici, entre autres, qu'il y a un pas de 7,5 degrés. Alors ça, c'est intéressant à savoir. On a des numéros de modèle. Alors, ça peut toujours nous indiquer, si on fait des recherches sur le web, le couple, entre autres, et la tension d'utilisation, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on fournit habituellement, très souvent, c'est le pas, la tension d'opération et la résistance des enroulements. On voit ça souvent sur les fiches techniques. On ne parle pas du couple habituellement sur les moteurs par contre. Alors celui-ci, c'est un moteur à 5 fils, encore une fois. Donc on dira que c'est un moteur unipolaire avec l'attache centrale pour les deux enroulements. Bon, alors j'en regarde un autre ici. Celui-ci est un peu différent. Bon, il nous donne une fiche technique. Il arrive qu'il n'y a aucune indication. Hein. C'est le cas sur ce moteur-ci, qu'on va regarder après. Mais on a la chance ici, on a quand même des informations de base, comme je vous indique, la tension, la résistance de l'enroulement et le pas qui est ici de 7,5 degrés par incrément, là, par pas. Donc, ça, c'est bien. Au niveau des enroulements, on a 6 fils, donc 2 fois 3 fils. Alors, ça nous dit clairement ici que c'est un moteur avec les attaches centrales séparées sur les deux enroulements, ce qui nous permet de rouler ce moteur-là en mode unipolaire, mais on pourrait aussi le rouler en bipolaire si on laissait tomber les attaches centrales. On pourrait faire fonctionner ce moteur-là en bipolaire si on voulait aussi. Okay? Alors, on voit beaucoup ça, ce genre de moteur dans les imprimantes, entre autres. Et finalement, j'ai ce moteur-ci. Ce moteur-ci, si on tourne, les autres, on tournait, on sentait des encoches, des positions. Celui-ci, il est libre de tourner. Et il a 4 fils, d'accord? Et donc, je peux vous confirmer que ce n'est pas un moteur CC, c'est bel et bien un moteur pas à pas. Mais il y a ceci de particulier, c'est que c'est un moteur à réluctance variable.
C'est pour ça qu'on ne sent pas dans le coche. Mais j'ai fait des essais et dépendamment d'où j'applique la tension, sur quelle paire de fils et avec quelle polarité, bien, on obtient des positions différentes, tout simplement. Souvent, c'est ce qu'on peut faire. On peut alimenter les bobines, puis on va voir le type de mouvement. Tout simplement, on peut y aller avec 5 volts, 10 volts. On applique une tension et puis on regarde le résultat sur le mouvement et on va déduire le type de moteur souvent de cette façon-là. C'est ce que j'ai fait avec celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer des moteurs qui n'en sont pas, des moteurs pas à pas. Vous allez voir souvent ce genre de moteur si vous démontez des magnétophones à cassette ou autres avec une petite poulie. Vous voyez qu'il y a juste 2 contacts. Alors ça, c'est un moteur CC. Et je suis convaincu que si vous faisiez des recherches avec ces numéros, vous trouverez peut-être l'information. Ce n'est pas un moteur pas à pas. Pas plus d'ailleurs que ce genre de petit moteur qui sert pour les modèles réduits ou les petites autos de course sur les pistes là, avec un sillon. Là. C'est encore une fois, il y a juste 2 contacts. C'est un moteur CC. Je crois que c'est un moteur à brosse, celui-ci, qu'on pourrait appeler un moteur universel. Et finalement, ce beau moteur pesant, qui encore une fois, lui, ce qui est particulier, c'est qu'on sent des encoches par contre. Okay? Donc on sent qu'il y a peut-être des aimants dedans. Mais il y a juste 2 fils. Donc c'est clair que ce n'est pas un moteur à pas. OK? Alors voilà. Si on regarde ici la fiche technique d'un moteur de classe NEMA 17, là, qui est la grosseur physique du moteur, on va essayer de sortir les paramètres les plus importants. Le nombre de phases, donc 2. Donc on s'attend à avoir un moteur à 4 fils. Et bon, combien de pas il va-t-il y avoir pour chaque révolution? Ben, c'est 200 pas pour faire un tour complet de l'axe. On nous donne la précision là, de chaque pas en fonction de la... Évidemment, ça peut être plus ou moins 5% de la position attendue, dépendamment de la charge qu'il y a sur l'axe. On va nous donner les forces maximales qu'on peut appliquer sur l'axe dans les 3 dimensions. Là. Et on va aussi nous donner les températures d'opération et puis la résistance au niveau là, de l'isolation. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, ça sera le courant nécessaire pour faire fonctionner l'enroulement. Et ça, ici, on nous donne 3 possibilités. S'il y a un moteur, 2 moteurs ou 3 moteurs enfilés les uns à la suite des autres là, sur le même axe. Et on nous donnera le couple de retenue lorsque la bobine est alimentée, maintenue alimentée. On nous donne ça en newton-mètre. Donc, ce n'est pas le couple dynamique en mouvement. Ça, on va le voir dans un graphique un petit peu plus tard. Mais ça nous donne ce couple. L'autre couple qui nous intéresse, c'est le couple de détente. Lorsque les bobines ne sont plus alimentées, et on nous spécie ça en millinewton-mètre, ça, c'est le couple qui va permettre, autrement dit, de retenir la position lorsque les bobines ne sont pas alimentées. On nous donne la résistance aussi des bobines et bon, l'inductance, si ça peut vous servir à calculer les courants maximum, entre autres. Alors voilà, le poids et on nous donne l'inertie de l'axe. Ça peut être intéressant de savoir, de connaître l'inertie de l'axe. Mais ça, c'est le genre de paramètres qu'on nous fournit et bien sûr les dimensions physiques. D'accord? Avec le positionnement des vis, l'épaisseur du moteur, la grosseur de l'axe et ainsi de suite. Alors, je vous ai dit que c'est un moteur à 4 fils, c'est bien cela, on le voit bien ici. Et on va nous fournir des graphes de couple, en anglais torque, en newton-mètre. Et ce qu'on constate, évidemment, c'est que plus la tension appliquée sur la bobine est élevée, plus le couple sera élevé. Mais ça, c'est mitigé à vitesse très, très lente. Ça devient plus important à vitesse rapide. Alors, ici, on voit l'axe horizontal, c'est la vitesse en tours par minute. Et on a aussi le nombre de pas par seconde. Alors, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut utiliser comme échelle, mais ça nous montre vraiment là, qu'à très basse vitesse, c'est là qu'on obtient le couple maximum. Et plus on augmente la vitesse, plus le couple va diminuer, ou moins il sera fort. Et évidemment, c'est là que la tension devient de plus en plus importante. On nous donne 3 graphiques ici, dépendamment qu'on a un seul moteur, 2 moteurs ou 3 moteurs sur le même axe. Alors ça, c'est essentiellement ce qu'on trouve
Des fois, il y a des termes qui sont un petit peu différents. Il peut y avoir d'autres paramètres aussi qui sont fournis, mais c'est la partie la plus difficile, c'est de comprendre le couple et de figurer si c'est suffisant pour faire le travail qu'on veut faire. Mais là, ça, c'est du domaine de la mécanique et je ne suis pas un expert là-dedans. Les moteurs pas à pas, c'est un peu addictif. Je vous aurais averti. Alors, je vous ai montré la théorie élémentaire sur les moteurs pas à pas. Dans la deuxième vidéo de cette courte série, je vais faire fonctionner des moteurs pas à pas, un unipolaire et l'autre bipolaire. Je le ferai à la main avec des boutons qui feront la séquence et je le ferai aussi avec un microcontrôleur PIC. Je vais évidemment vous montrer le code source C du microcontrôleur. Alors, continuez de me suivre et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la suite. N'oubliez pas de me donner un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Merci et à la prochaine!